la peine, c'est la beauté totale. Et après, vous avez une crème brûlée du Puy-Robert, qui est une spécialité à elle. Je vous assure que ça, pour 220 francs, c'est vraiment des plats du pays. Regardez ce que c'est une fois que c'est braisé, une fois que c'est cuit, ça. Regardez la crème brûlée, moi j'adore ça. Si vous me permettez de faire un petit détour par là, elle rajoute de la liqueur de noix dedans. Il y a plein de trucs à elle, c'est-à-dire c'est vraiment des combines de cuisinière, mais qui est pas, elle est née en 41, donc elle a quand même vu du pays, et depuis ce temps-là, elle a eu sa maman qui lui a donné des conseils, elle-même qui a voyagé, donc il y a des herbes, etc. Il y a la touche personnelle, il y a la tradition familiale, tout est là. Jean-Pierre. Je voudrais vous parler de ce vin, car il nous est arrivé une aventure extraordinaire. On va à l'hôtel du Centenaire, au Zézi, qui est un endroit magnifique et très sympathique, avec un cuisinier formidable et un patron très sympa, et on dit, il n'y a pas un petit coup de blanc du coin, on avait fait de la route. Et l'homme nous amène ça. Je dis, mais vous êtes fou, c'est formidablement bon, c'est pas du Bergerac, ça. Si, monsieur, je peux même vous faire rencontrer... C'est du sec, il est merveilleux. Le vigneron. On en boit une bouteille, on en boit deux. Enfin, on s'est laissé embarquer, on a fait venir le vigneron. On avait perdu la tête. Et le lendemain matin, chez Jackie Forêt, on a remis ça. Je vous garantis que ça, si vraiment il y a des vins qui se pissent, c'est bien ce Bergerac. Ah bah oui. Mais oui, mais c'est ça, ça veut dire que ça reste pas sur l'homme, vous voyez. Tout ça, c'est dégagé immédiatement. Ça vous laisse la tête claire. Mais c'est de l'anatomie, ça. Il n'y a rien de choquant. Vous avez vu la beauté de ça. Regardez, c'est brillant. Ça a des reflets dorés. Serrez-moi, faites-moi un petit plan là-dessus. Vous l'avez là, c'est une jolie robe, franchement, pour aller danser. C'est beau, c'est bon. Alors, c'est un cépage très particulier, c'est du sémillant, c'est totalement la région. Le Bergerac, quelquefois, c'est moelleux. Celui-là, il est sec. Le vigneron est un jeune type, il y croit, il est passionné. Oui, mais tu ne m'empêcheras pas de dire que ce vigneron est formidable d'abord. Merde alors. Elle me fait signe d'arrêter. Quand vous avez des jeunes garçons comme ça, qui ont une trentaine d'années, qui ont une telle passion, qui aiment tellement ce qu'ils font ce vin de cette qualité, il faut quand même le dire. Même si on a une demi-seconde en retard, Agnès me pardonnera. Voilà, j'ai terminé. C'est le chef d'antenne surtout. Très bien. Combien Alors oui, combien? Oui, j'ai oublié de vous le dire. 300 francs. Donne les chiffres maintenant. 300 francs franco, toute taxe, la caisse de 12. Vous écrivez, vous tapez 3615 parce que ça vient pas là-dessus, mais c'est Légendre, 24 240 si vous avez votre crayon, Légendre, le vigneron s'appelle Monsieur Conti, 24 240 à Ribignac. Et la semaine dernière Ribagnac, R-I-B-A-G-N-A-C. La semaine dernière, on a quand même vendu 7000 bouteilles. Hein. De petits Bordeaux, oui, mais c'est pas fini, vous pouvez y aller, parce que là, voilà deux adresses, c'est du canon, hein, ça, je vous le dis tout de suite. D'accord, il y a des jeunes gens, dès qu'on parle de vin, qui commencent à improviser un petit festin derrière, très bien, on verra ça dans un instant. Mademoiselle Agnès à suivre, s'il vous plaît, avec le look provençal cette semaine. Alors, bon, je devais vous ramener un sujet Starlet, j'y retourne ce week-end, la pluie aidant, je n'ai pas pu. Le président a-t-il réagi au Big Bang de Michel Rocard par réflexe ou après réflexion? Deux fois par mois, le mercredi en fin d'après-midi, avec une régularité parfaite, le président quitte son bureau du premier étage pour gagner la salle des fêtes du palais. Il va se livrer à un rite où il excelle. Les Français aiment les monarques républicains, même si parfois ils s'en détournent. Et ils élisent toujours à la plus haute fonction ceux qui ont un sens aigu du pouvoir avant même d'en éprouver la solitude. Les remises de décoration font partie des fastes républicains. François Mitterrand raffole de ces cérémonies qui lui permettent de récompenser les fidèles, de flatter les amours-propres ou simplement d'envoyer un signe. Monsieur Jacques Blaillac. Edwige Feuillère. Je vous ai
plus souvent encore rencontré sans que vous le sachiez. Combien de fois suis-je allé vous entendre et vous voir pour les plus beaux spectacles qu'il m'ait été donné d'aimer au cours de ces dernières décennies. En 50 minutes, le président distribue Légion d'honneur et Mérite national à 10 récipiendaires dont il retrace avec gourmandise la vie et la carrière comme s'ils étaient tous de vieilles connaissances. Gina Lollobrigida, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Christian Proutot, on vous connaît depuis longtemps, mais les derniers services rendus l'ont été à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, où chargé de la sécurité, ce qui était bien nécessaire quand on sait ce qui s'est passé en tragiques circonstances, passées ailleurs, vous avez apporté les qualités qu'on vous connaît. Cela venait comme une étape dans une carrière qui vous a conduit depuis Saint-Cyr jusqu'à, enfin, Coëtquidan. Christian Proutot, le préfet Proutot, le gendarme Proutot, qui fut aussi le responsable de la cellule antiterroriste de l'Élysée. La responsabilité principale de ce groupe d'élite qu'est le GIGN. Christian Proutot, l'homme de l'affaire des Irlandais de Vincennes, et qui sera dans 2 semaines au centre de l'affaire des écoutes téléphoniques révélées par la presse. Aujourd'hui, sans parler bien entendu des qualités de courage que j'ai eu déjà l'occasion de célébrer, de courage et d'esprit de décision, qui font de vous un personnage typique de notre armée et aujourd'hui de notre haute administration. Soyez félicités pour ces actions, qui ne sont pas proches de s'achever. Christian Proutot, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. L'accolade de ce soir surprend, comme l'omniprésence du commandant Proutot qui parle haut et fort dans les cérémonies élyséennes en pleine période électorale. Fidélité absolue envers ceux qui se sont pris pour les mousquetaires personnels du président, absolution clanique née de vieilles blessures des complots d'antan, François Mitterrand traite par le mépris ceux qui s'interrogent ou qui s'indignent. Il s'est placé une fois pour toutes du bon côté de la morale. Il considère tout aveu de faiblesse comme une déchéance et comme une erreur politique. Encore une? François Mitterrand cherche volontiers le contact avec les journalistes, même s'il les soupçonne tous de malveillance. Vous direz n'importe quoi. Vous savez, nous sommes des agenciers. Tout est n'importe quoi. D'abord. De toute façon, vous direz tout et n'importe quoi, ironise François Mitterrand en réponse à une question indiscrète d'un journaliste. Sur les écoutes téléphoniques révélées par le quotidien Libération. Pour se remettre au travail tout de suite et dans quelques jours, on pourra retrouver Jacou, donc à Saint-Martial de Nabira. Sarlat est dans les étoiles. Il s'agit des étoiles du guide vert Michelin qui désigne les villes les plus dignes d'intérêt pour les visiteurs. Jusqu'à présent, Sarlat avait 2 étoiles. Aujourd'hui, elle fait partie du club très fermé des 53 villes sur 36 000, donc en France, à arborer 3 étoiles, comme Avignon, Versailles, Chambord, le Mont-Saint-Michel ou encore les Baux-de-Provence, entre autres. Elle est, en outre, la seule dans la catégorie Ensemble Centre Historique. Écoutez Xavier Louis, adjoint à la culture à Sarlat et également à la communication. C'est en fait le même principe que pour des restaurants. C'est-à-dire qu'il y a un jury qui décide à Paris, et puis sur le compte-rendu d'inspecteurs qui se baladent à travers la France, de la même façon qu'ils vont dans les restaurants, ils vont dans les villes, ils prennent des notes, et ils notent plus particulièrement 2 choses. À la fois l'animation touristique, c'est-à-dire ce que l'on fait pour
pour mettre en valeur sa ville, mettre en valeur ses richesses touristiques. C'est par exemple l'opération d'acceptation des monnaies européennes que nous avons fait en 1989. Ce sont les différentes opérations de communication, intervilles, vous savez, tout ce qui a permis de mettre l'accent sur Sarlat. Et puis il y a l'aspect historique, l'aspect architectural. Et là, la réhabilitation des espaces publics du secteur sauvegardé a été un élément déterminant. Le fait de repaver la ville, le fait de revoir complètement le système d'éclairage, avec tout le bruit qui a été fait autour, nous a permis, dans le même temps où nous faisions en fait une certaine pression dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en informant systématiquement les gens des éditions Michelin sur ce que nous faisions, nous a permis d'obtenir cette belle récompense. Il faut maintenant penser que la révision, elle peut avoir lieu à la baisse. Donc il faut mériter, par notre dynamisme, c'est le rôle des commerçants, c'est le rôle des professionnels du tourisme, d'être véritablement à la hauteur de cette note d'excellence, car c'est une note d'excellence, d'autant plus que Sarlat apparaît comme la première ville, sinon la seule, dans sa catégorie, c'est-à-dire d'ensemble urbain d'une petite ville de moins de 20 000 habitants, qui a mérité 3 étoiles pour cet ensemble. C'est pas pour une cathédrale, c'est pas pour un château, c'est pas pour un site type Lascaux, donc c'est véritablement pour cet ensemble urbain exceptionnel. Ce qu'on espère bien, c'est que ces 3 étoiles vont effectivement permettre de mieux étaler la saison. Donc quand vous dites supporter toute l'année, je crois que ce serait justement une véritable source de création d'emplois que d'obtenir que de plus en plus d'établissements, grâce à ces 3 étoiles, puissent rester ouverts l'hiver et que l'on n'ait pas de chômage partiel. Voilà, et ceci est le fruit de près de 4 ans de travail, puisque la demande avait été faite auprès de Michelin en 1989. Joséphine Baker, c'est bien... Périgord accueille chaque été... Cela fait 42 ans que la ville de Sarlat en Périgord accueille chaque été différentes troupes de théâtre pour le plaisir des amateurs et des touristes. En fait, Sarlat possède avec Avignon l'un des plus vieux festivals du genre, visite guidée par Jean Chubillot et Nicolas Ruel. Avec les grottes de Lascaux tout à côté, la ville de Sarlat en Périgord noir constitue un trésor du patrimoine français. Ici, au pays de Jacou-le-Croquant, de Montaigne et de la Boétie, la culture se conjugue à tous les temps. C'est dans ce contexte que chaque été, les connaisseurs retrouvent le festival du théâtre. Ici, pièces et lectures en plein air se succèdent. C'est toujours très favorisant de jouer dans des cadres comme ça parce que les gens sont disponibles et que les cadres sont poétiques. Mais il ne faut pas oublier que l'origine du théâtre, ça s'est passé en plein air. Non, non, je suis indépendant maintenant, complètement indépendant. Et tu ne me dis rien? Ben voilà, si, je te le dis. Alors c'est bien, mais c'est beaucoup de travail. Le festival est un théâtre de mise en scène simple, pas de grande machinerie, le décor est généralement la façade devant laquelle on s'appuie. Mais en même temps, on retrouve le vrai plaisir, la vraie communion de la communication théâtrale, c'est-à-dire d'être ensemble pendant 3 heures, sous les étoiles, dans la nuit. Des spectacles de toutes origines, des saltimbanques aux tragédiens. Je suis le seul objet qu'il ne saurait souffrir. Et je me chargerai du soin de le défendre. Je crois que la vie, le théâtre, c'était sur les parvis, le parvis des cathédrales, le parvis des bâtiments officiels, le parvis des bâtiments privés. Et le théâtre est dans la ville, et je crois que c'est ce que nous avons voulu faire. Et c'est un théâtre un peu convivial, de famille, où maintenant les plus grands acteurs viennent. Un festival dans un lieu protégé, ici, plus de 75 monuments classés historiques. Les guides touristiques viennent de décerner à Sarlat 3 étoiles, note maximale. 25 paysagistes participent à un festival d'un autre genre, celui des jardins. Cela se passe à Chaumont-sur-Loire, dans le... L'important étant aussi la proximité. Oui. Et je crois que si une télévision locale existe, elle n'existe que parce qu'elle est proche des gens. Formidable, mais moi je suis tout à fait pour. Je vais vous dire, dans le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, qui passe sur TF1, les sujets qui ont le plus de succès, ce sont les sujets que nous tournons dans les belles régions de France. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui, grâce au maire adjoint, M. Xavier Louis, qui m'a promené dans sa voiture dans votre belle région, j'ai découvert les tas de coins du Périgord noir que je ne connaissais pas bien. Nous avons remonté les rives de la Dordogne,
Nous avons visité une dizaine de châteaux et j'ai l'intention de venir au mois de décembre tourner un sujet de 6-7 minutes dans le coin et que nous passerons dans le journal national de Jean-Pierre Pernaut pour montrer un peu comment évolue cette région, car vraiment vous habitez une région extraordinaire. On dit qu'elle est protégée, mais c'est bien, ça va lui faire de la publicité encore. Moi j'ai eu un coup de soleil au cœur aujourd'hui formidable, j'étais avec ma femme, on a découvert ce pays, cette Dordogne, ce coucher de soleil sur les belles pierres blondes de vos châteaux, vraiment, mais quelle beauté, mais quelle chance d'habiter la France, quelle chance. Quelle chance, oui, il ne faudrait pas que ça devienne un musée. Non, mais il faut la faire connaître, cette région de France. Et je crois que nous, avec nos équipes de télé, nous allons venir ici pour mieux expliquer, mieux montrer ce que vous gardez peut-être encore un peu caché. Bien, vous restez avec nous encore, Christian Brincourt, qui ne connaît pas Varennes. Vous avez remarqué que les cheveux de Jean-Yves Gros étaient assortis à la couleur de sapin, c'était très joli. Direction le pays du foie gras maintenant, la Dordogne, pas pour parler de foie gras, mais de saumon, car les saumons sauvages reviennent dans la Dordogne. Depuis un siècle, ils avaient presque disparu. Des hommes passionnés se battent pour repeupler la rivière. Reportage et enquête, Christian Brincourt et Patrick Delporte. En survolant ces paysages superbes du Périgord noir, deux mots viennent à l'esprit, truffe et foie gras. Mais oublions un instant ces évidences pour découvrir un projet quasi inconnu, même des Périgourdins, le repeuplement des grands saumons sauvages dans la Dordogne. Ceux-ci ont disparu de cette rivière depuis la révolution industrielle qui a dressé des barrages EDF empêchant aux saumons du Groenland d'accéder à leur lieu de reproduction. Les vieux pêcheurs se souviennent. Dites-moi, si vous attrapez un saumon sauvage, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien... Est-ce que vous avez le droit de le manger? On n'a pas le droit de le manger, on n'a même pas le droit d'en prendre dans cette rivière, pour l'instant, parce qu'il y en a très peu. Alors vous braconnez? Oh, bien... C'est entre nous, quoi? Entre nous, oui. Ouais. Puis sur la ligne, en principe, il y en a quelques-uns qui en prennent de beaux, et qui les gardent, mais ça ne se dit pas. Ouais. Alors que le saumon est présent dans la Dordogne depuis la préhistoire, il disparaît vers 1916. Vers 1978, conscient du problème, l'État engage un plan de restauration. Aujourd'hui, des bassins uniques en France ont été créés à Vitrac, en plein Périgord, pour accueillir des saumons géniteurs. Ils permettent la production d'œufs sauvages d'origine française. C'est une véritable clinique à saumon que nous découvrons au pays du foie gras. Frédéric Erhardt et Patrick Chèvre, techniciens hydrobiologistes, ont consacré toute leur vie au saumon sauvage. C'est dans ces bassins au cœur du Périgord qu'ils isolent les femelles pleines des grands mâles géniteurs. Tels des patients, avant une opération chirurgicale importante, les grands poissons vont être endormis à l'aide d'anesthésiants mélangés à l'eau du bassin. Ok, vas-y. Il fait 4 kilos. Il fait 80. Longueur totale 80. Pesé, mesuré, identifié grâce à une puce électronique glissée sous les écailles du saumon, chaque bête ici représente une valeur d'environ 10 000 francs pièce. Ça c'est dans le conditionné de la Loire. Hein. La ponte commence. Est-ce qu'on contracte un petit peu? La catégorie fine. Hein. Calmos, calmos, calmos. On est en train de faire sortir les œufs. Vous voyez la couleur vraiment rosée. Hein. Cette femelle est partie au Groenland. Elle est revenue et on l'a piégée en Basse-Dordogne pour la ramener ici à Vitrac et la faire pondre. Donc on peut estimer qu'une femelle comme ça n'a vraiment pas de prix. Hein. Un œuf se monnaie aux environs d'1 franc. Donc là, à la fin de la ponte, on aura environ 8000 œufs, soit à peu près déjà dans la cuvette 8000 francs. Quoi. À l'époque de l'homme des cavernes, dans la région, le saumon qui pullulait ici dans la Dordogne était une de ses bases alimentaires. Avant la Grande Guerre, la Dordogne était la rivière des saumons sauvages par excellence. On pêchait jusqu'à 12 tonnes de saumon par an sur 80 km de rivière.
Là, c'est la semence du mâle qui va donc fertiliser les œufs. Voilà, tout à fait. On est en train de rajouter la semence sur les œufs et la reproduction elle-même se fera quand on aura ajouté un petit peu d'eau. Ouais. Parce que la fécondation se fait en milieu aqueux, bien sûr. Génial. Meilleure vue. Hein. Allez, lance bien. Attention, je passe. Au moment de la reproduction, la fertilisation, c'est maintenant. Donc là, les spermes, les gamètes recouvrent les œufs. Voilà. Les gamètes vont pénétrer l'œuf en fait. Hein. La plume d'oie, maniée délicatement, permettra la fertilisation. À l'ombre du château de La Roque, la pisciculture de Castel, en Périgord, élève dans ses bassins jusqu'à 25 000 saumoneaux. Les petits œufs oranges fertilisés sont devenus des tacons qui seront plus tard lâchés dans la Dordogne pour commencer alors un très long voyage de 8000 km vers les régions polaires. Seulement 1% d'entre eux reviendront en Dordogne vers leur lieu de naissance. Imaginez que cet animal-là fait 8000 km, c'est-à-dire 4000 km pour aller au Groenland, 4000 pour revenir, qui va faire appel à tous ses instincts de conservation pour remonter une rivière, elle est frayée le plus haut possible sur la rivière, dans des endroits en plein hiver, dans de l'eau à 5 degrés, et qu'il faut qu'il remonte la rivière, et ce poisson-là est vraiment taillé pour faire ce voyage-là. Ce poisson-là, c'est un nageur, il a une nage puissante, il peut sauter des chutes de 3,50 m de haut, enfin c'est vraiment, pour moi, un des plus beaux poissons. Sur les barrages industriels, les hommes ont alors construit des escaliers à saumon pour que ceux-ci puissent franchir les différences de niveau, tel celui de Mozac. Ou bien encore ce très surprenant ascenseur à saumon au barrage de Tuilière qui permet aux saumons, ayant mémorisé l'odeur de leur rivière initiale, de franchir un dénivelé de 12 mètres. Une belle histoire d'amour entre le saumon sauvage et l'homme. Rappelons que l'EDF a consacré 30 millions de francs à ces travaux. Cela dit, le grand saumon sauvage, avant sa rencontre avec les barrages, devra passer entre les hameçons des 2000 pêcheurs licenciés de l'estuaire de la Garonne. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, le retour des saumons dans la Dordogne, un sujet passionnant signé messieurs Brincourt et Delport. Je profite, puisque nous parlons des régions, pour vous montrer peut-être une idée de cadeau de Noël, en tout cas un superbe atlas de la France et de ses régions, édité par Sélection du Reader's Digest. En direction le Périgord noir, avec une tradition un peu menacée par de nouvelles normes européennes. Ces normes concernent le foie gras. Beaucoup de fermes artisanales du Périgord et d'ailleurs continuent à fabriquer le meilleur foie gras du monde avec des méthodes traditionnelles. Elles vont devoir s'adapter pour survivre et c'est un peu dommage. Reportage Christian Brincourt et Patrick Delporte. Périgord noir, de l'élégante gentilhommière au château médiéval qui dresse ses tours de pierre blonde en passant par les milliers de fermes qui fabriquent le foie gras, nous assistons depuis une semaine à une première en France. Les producteurs agricoles, agroalimentaires, industriels et artisanaux, toutes marques confondues, ont compris qu'à l'heure de la concurrence liée au marché commun, il était urgent de se regrouper et de déposer une marque collective, le Périgord. C'est une première étape initiée par le Conseil général. L'autre étape est l'application des nouvelles normes européennes relatives à la préparation du foie gras. Hubert Albier, qui fabrique dans sa ferme 800 foies d'oie par an, a décidé de transformer sa vieille étable en laboratoire, un effort financier important pour elle. Ça va me coûter 1 million de francs. Nouveau, bien entendu. Oui. La fantaisie. Et vous avez l'argent? Non. Donc vous l'empruntez? Oui. J'ai emprunté. J'ai fait un crédit. Bon, je ne veux pas aller plus. Le reste, ça s'autofinancera. Et je compte bien que 94 nous amènera quelques aides. Mais vous n'avez pas l'air complètement satisfaite, hein? Non, pas forcément. Pourtant, j'y crois, mon truc. Et si vous ne transformez pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, je crève. Si la mère d'Hubert, 70 ans, gave encore ses oies à genoux, à l'ancienne, et ceci depuis 60 ans, les fermes artisanales doivent se moderniser pour vendre au pays du marché commun. Dans cet univers de surface polie, de chambres froides et de tables d'acier, ici même des vaches et leurs veaux vivaient dans une étable il y a encore quelques mois. Les décrets de la loi concernant les nouvelles normes des pays du marché commun indiquent par exemple que les découpes et les extractions de foie doivent se faire dans des pièces répondantes à des mesures d'hygiène rigoureuses, dans des locaux climatisés, etc., etc. Tout ceci coûte cher et Hubert, notre fermière, n'hésite pas à s'adresser à son député, maire de Sarlat. Est-ce que je peux espérer quelque chose? D'abord, Madame Albier, vous pouvez espérer sur vous-même. Oui, mais il n'y a pas de problème. Vous faites combien d'investissement? 1 million de francs. 1 million de francs.
Normalement, on devrait pouvoir faire 50 000 francs par le CODIL et 200 à 250 000 francs par les PDZR. Ça peut vous aider à 30% à peu près. L'opération que vous faites, elle est dans des anciens bâtiments. Oui. C'est l'adaptation en fait la plus difficile qu'il y a à faire, parce que c'est plus facile des fois de construire plutôt que de se mettre dans un ancien bâtiment et dans des vieilles terres. Mais nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est justement des gens comme vous qui puissent s'intégrer totalement dans ce qui existe déjà et renouveler un peu, faire rebondir un peu l'activité à la ferme. Selon des sources sûres, il apparaît que les fermiers périgourdins hésitent à investir des sommes importantes pour transformer leur ferme en laboratoire du foie gras. Au marché de Sarlat le samedi matin, dans cette France profonde, on évoque ces problèmes pour l'avenir, mais on comprend qu'il est parfois bien difficile de faire évoluer des mentalités, surtout en cette période de crise économique. C'est souvent une remise en cause pour eux de vieilles traditions, de la façon de faire le foie gras. Et donc cela représente des sacrifices très importants. Est-ce que tout le monde le comprend? Non, certains ont du mal. Certains ont du mal, et bien évidemment, à s'adapter à ces modifications. D'autres, effectivement, réagissent très bien, réagissent de manière très positive, font les sacrifices et les investissements, prennent les risques qui sont nécessaires pour se mettre au niveau de la concurrence européenne. Nous ne sommes pas chez les cosmonautes, mais chez des préparateurs de foie gras qui travaillent en chambre stérile. Chez Rougier, on produit par an 1300 tonnes de foie gras et de ses dérivés. Cette maison, qui existe depuis 1875, représente à elle seule la moitié de toutes les exportations françaises de foie gras. C'est dans cet univers de blouse blanche, de masques protecteurs, de laboratoire que se prépare ce que vous allez déguster le soir du réveillon, ceci à certaines conditions. Ça, c'est l'aspect hygiène de la transformation, où on en a besoin d'équipements qui nous permettent de maîtriser de façon totale l'asepsie et l'hygiène de nos fabrications. Vous êtes contrôlé, surveillé, sanctionné, voire très fréquemment par les organismes vétérinaires ainsi que par la répression des fraudes qui s'assurent de la bonne application des normes en vigueur. Voici donc devant vous l'application concrète du décret du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras signé par messieurs Balladur, Méhaignerie, Puech et Alfandéry, les ministres concernés. L'hygiène, la climatisation, la séparation des pièces, le choix des foies, la cuisson, en un mot, la rigueur du produit est imposée maintenant par les pays importateurs. Ce que notre équipe retiendra de ce reportage, au-delà de l'enquête sur ces nouvelles normes, c'est la recette de la grand-mère Albier, soit un foie d'oie poêlé au cognac, flambé et assorti de pêche tiède. Un vrai bonheur. Et rien de vous, un petit foie que l'on cuit chez soi. Pour terminer ce journal, je vous propose d'évoquer maintenant des vendanges. Et oui, des vendanges tardives au pied des Pyrénées. C'est dans le vignoble du Jurançon, à Menin, où l'on fait... Ils donnent leur chance à un certain nombre de films. Et justement du cinéma, pour terminer ce journal, avec un coup d'œil sur le tournage du dernier long métrage de Bertrand Tavernier, qui consacre le retour des films en costume d'époque. Après La Reine Margot, Les Trois Mousquetaires, voici La Fille de D'Artagnan, interprétée par Sophie Marceau. Dans la région de Sarlat, Alain Bévérini et Jackie Cargaillan ont rencontré Bertrand Tavernier et le fidèle complice de ces grandes histoires, Philippe Noiret, alias D'Artagnan. Ruelles en terre battue, manteaux couleur de muraille et chapeaux à plumes, chevaux et cavaliers qui reconnaîtraient l'actuelle rue Fénelon de Sarlat, maquillée ici en vieille rue de Paris pour les besoins du film de Bertrand Tavernier, La Fille de D'Artagnan. D'Artagnan vieilli et père de famille, c'est le vieux complice de Tavernier, Philippe Noiret. Héloïse, la jeune et belle fille, n'est autre que Sophie Marceau. C'est Sophie qui est élevée dans un couvent et qui découvre un complot contre le jeune Louis XIV et tout ça, qui s'évade du couvent et qui vient rechercher papa pour essayer de déjouer toute cette affaire. Et papa fait appel à ses vieux amis. D'Artagnan papa, malgré son imagination généreuse, Alexandre Dumas n'avait pas pensé à cela. Heureusement pour nous, Ricardo Freda, Jean Cosmos et Bertrand Tavernier ont eu cette idée qui redonne ainsi vie aux mousquetaires. Alors nous avons fait, oui, un enfant à Alexandre Dumas, qui lui-même disait qu'il fallait faire des enfants à l'histoire, parce que je suis un fanatique de Dumas. Moi. Je suis un dévoreur d'Alexandre Dumas, et j'espère qu'on y retrouvera le panache, le goût de l'aventure,
la drôlerie. Elle n'était pas jaune, la jument, elle était bouton d'or. Les coulisses du tournage sont dignes, elles aussi, d'Alexandre Dumas, drôle, mouvementé. Et la caméra de Tavernier virevolte avec bonheur à la vitesse d'un film d'aventure. Non, tu restes ici. Si tu as l'intention de vivre avec ce garçon, il est temps que tu commences à lui obéir. C'est un rêve d'enfant de jouer les mousquetaires. On commence tous comme ça, et puis pour un comédien, oui, il y a les gendarmes et les voleurs, et puis il y a les mousquetaires et les gardes du cardinal. C'est les deux bases des jeux des enfants, tout au moins dans mon adolescence, dans mon enfance. Avec La fille de d'Artagnan, c'est le retour au film de Cap et d'épée, disparu depuis longtemps de nos écrans. Les amateurs devront attendre toutefois l'été 94 pour découvrir les aventures d'Héloïse et des 4 mousquetaires. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie du film À gauche en sortant de l'ascenseur. À 22h20, la rencontre de Tony. Troisième étape, 405 km au programme. Compétition avec le circuit d'Albi et gastronomie au contrôle de Sarlat. Le bon vivre, c'est une tradition respectée dans le Tour Auto. En 1912, les organisateurs avaient annulé l'étape de Rennes en raison du mauvais accueil reçu dans la ville. Un mauvais souvenir. Les routes splendides du Périgord incitent les concurrents à flâner. Les goûts sont éclectiques et parfois le petit blanc côtoie le café du matin. Des croissants trempés dans le Sauvignon, sans doute une spécialité britannique. After the race is best part. The exciting rocks. And the wine is excellent. Vin de la région. C'est excellent. Avant-plan. This is the local marmalade here. Il y a des soleils. Il y a everything is here. I would feel so at home here. Wonderful. Wonderful is the only thing you can say. It's really beautiful. Have you enjoyed to stop here? These are the moments on a rally which you can't plan in. You just have to enjoy it in the moment when it comes. It's wonderful. I think we should stop the rally for the next hours and stay here. I take 2 bananas for my cholesterol. Because I can't wake up in the morning. I wake up afternoon. Et la caravane repart en direction d'Albi, empruntant les routes touristiques du sud-ouest. Défilé des plus belles voitures de compétition, des rêves de notre enfance. Les Jaguar, Ferrari, Maserati, Ford ou AC Cobra. L'équipage hollandais économise sa Ferrari Daytona. Même hors course, la course continue. À l'entrée des villages, les habitants se sont postés dans les endroits stratégiques. Ils en parlent, ce jour-là ? Et on cherche souvent, grâce au quotidien régional, à identifier les marques les plus rares. Ah, en voilà une, si vous la voulez.
ça comme remarque. Au pied de la statue de la Boétie, le passage à Sarlat est placé sous le double signe du confidois et du foie gras. Ambiance de marché, mais le passage du Tour fait ressurgir chez les anciens toute une mémoire automobile. J'en avais une par de 1933 et je voulais voir s'il y en avait une. Là, vous êtes un peu déçu parce que c'est les voitures plus Non, parce qu'elle était sortie en 33 et ils en avaient sorti que 33 dans l'année. Parce que c'était fait sur commande. Au pays de l'or noir, au pays de la truffe, on pèse ses mots. On pèse aussi la valeur des choses. Une Ferrari, combien de kilos? Et je pense que ça a dû coûter des sous pour les remettre en état. Mais parce que, vu l'âge qu'elles ont, eh ben, il devait y en avoir de rouillés. Oui, moi j'en ai une, mais qui est un peu plus ancienne. J'ai une Simca Sport là, de 1948. Vous avez des programmes, des affiches, des lithographies de... Le Périgord, c'est extraordinaire. On s'est régalé. La route était superbe, les gens étaient sympas, c'était super. C'est monstrueux. L'Austin, c'est vrai, n'a jamais facilité les digestions délicates. Il y a un petit problème pour monter les côtes quand même. C'est pas des Ferrari. Mais les gens du pays venus en curieux ont de l'estomac, indispensable au volant d'une Simca Sport 1948. Le déjeuner collectif sur la place du village restera gravé dans les mémoires. D'autant plus qu'il a été préparé par un ancien du Tour Auto reconverti dans la restauration, Michel Vial. L'aspect compétition du Tour est un peu oublié. La régularité cette fois, c'est celle du coup de fourchette. Alors vous êtes vraiment en tête de la régularité? Moi c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui. Moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de m'amuser avec tout le monde là. C'est super. C'est vrai que je suis premier? Ah bah tant mieux. Je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira. Et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. L'équipe de France, il avait dirigé l'équipe de France dans les années 60 à 65. Et puis, l'agresseur de Monica Seles, la tenniswoman, condamnée à 2 ans de prison avec sursis, c'était en appel. Quant à Monica Seles elle-même, elle vient de reprendre l'entraînement. Le temps d'un week-end, la place forte du foie gras, Sarlat en Périgord, a été la capitale de l'oie, avec cette année la volonté des producteurs de la région de défendre le foie gras d'oie, dont la supériorité est contestée par le foie gras de canard. François Privat, Philippe Dumail, reportage. Excellent. Pas assez salé. Ça va. Ici, on juge la qualité du foie gras du Périgord. Le fin gourmet côtoie le profane. Tout est question de palais et d'odorat au pays où l'oie est reine. Le tout arrosé de bergerac blanc, bien sûr. Véro, vous savez, ici en Périgord, on est capable de commencer à manger du foie gras dès 9 h. Il ne faut pas mâcher le produit. Vous laissez le produit fondre sur la langue tout doucement. Et ainsi, il vous permet d'apprécier tous les parfums parce que c'est lui-même qui s'exprime. Allez, allez, Bibi. Bibi. Depuis 10 ans, les élevages d'oies en semi-liberté se multiplient. Un retour à la tradition, au bord de la Dordogne. Bibi, Bibi, Bibi. Ici, sur cet élevage, donc, on élève 4000 oies qu'on gave, ce qui représente à peu près donc 2500 à 3000 kg de foie gras produits par an. De l'oison à l'oie, des milliers d'heures de travail et d'attention. Les techniques d'élevage ont peu évolué, et même s'il peut encore choquer, seul le gavage permet d'obtenir de bons résultats. Actuellement, la production de foie gras d'oie est en baisse, au profit du foie gras de canard, que l'on dit meilleur et dont le prix de revient est nettement moins élevé. Le foie de canard est
fort comme goût. Le foie d'oie est beaucoup plus fin. Et donc cette différence fait que c'est très intéressant qu'on ait les deux goûts, le foie d'oie et le foie de canard. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de polémique. Pour les professionnels, il n'y a pas de polémique. Désormais, sur le marché de Sarlat, une fois l'an, on fait loi. Arrachées à leur prairie, se sentent-elles à l'aise sur le bitume? Pour le savoir, il suffit de tendre l'oreille, car l'oie peut communiquer avec l'homme, même si on le dit bête comme une oie. Il y a le cacardement très simple pour dire je suis là, caca, mais aussi quand vraiment elles attendent de vous de l'amour ou de la pitance, elles vont caca. Bon, ça va, ne parlez pas tout en même temps. Direction Montélimar maintenant, non pas pour parler du Nougat, mais du musée qui vient de s'ouvrir là-bas, musée de la miniature. Jusqu'à présent, Montélimar organisait chaque année un festival de la miniature. Désormais, donc, les amateurs pourront visiter toute l'année ce nouveau musée. Au chômage, hein, même avec beaucoup d'études. Hein. Ouais, on se battra presque même une guerre civile pour avoir du travail presque même, à la limite. Donc il faut vraiment s'en occuper vite. Hein. J'ai un cousin, il a un diplôme d'ingénieur et en ce moment il cherche et il trouve pas de boulot. Ça nous fout les boules. Hein, Et toi, qu'est-ce que tu penses de la campagne électorale actuelle? Moi, j'attendais les présidentielles depuis longtemps. C'était un grand événement pour moi. Et en fait, je suis un peu déçue, hein, parce qu'ils sont tous pareils. On voit que leur face à la télé, mais on ne sait pas ce qu'ils cachent derrière. Je trouve qu'il y a trop de magouilles. Je préférerais qu'ils fassent un peu moins de promesses, enfin des promesses un peu moins dures à réaliser, et qu'ils les réalisent. En fait, les politiciens sont attirés en fait, par le pouvoir et par l'argent. Mais en fait, le reste, ils s'en fichent un petit peu. Pas tous, hein. Moi, je pense qu'il y en a qui sont vraiment sincères. Mais la rivalité entre certains, comme les écologistes, qu'est-ce qu'ils se mettent à 3 pour faire 0%? Ça, c'est l'orgueil. Et Balladur et Chirac, quand ils sont du même parti, ils divisent en deux. Ça aussi, c'est l'orgueil. C'est inquiétant quand même, parce que c'est quand même le président qu'on va voir pendant les 7 années, pendant que nous, on va grandir pour rentrer dans la vie active. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent ici pour leur poser des questions. Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils répondraient vraiment quand on leur pose des questions. Yeux dans les yeux. Ouais, voilà. Sans texte. À la question « Pour qui voteriez-vous si vous le pouviez ?», la plupart restent indécis. Mais beaucoup sont impressionnés par le discours de la passionnariat des travailleurs, Arlette Laguillet. Un discours qui rejoint leurs inquiétudes sur le chômage. Quand je l'entends, j'aime bien ce qu'elle dit. Elle pense aux travailleurs et ceux qui travaillent doivent être mérités quand même. Et, tu trouves qu'elle est sincère? Oui, je pense qu'elle est sincère. Elle parle du travail et c'est quand même quelque chose qui fait quand même notre avenir. Bordeaux. Sur le campus de la faculté de droit, Alban, Agathe et Cécile sont des élèves de Sciences Po. En la matière. Merci beaucoup Brigitte. Nous partons faire du tourisme avec Télématin. Nous sommes en Dordogne et dans le Périgord. Jusqu'à vendredi, le Périgord noir, la perle du Périgord noir, c'est Sarlat. Marie-Dominique Perrin, en compagnie de Xavier Gélin, il a une bonne adresse gourmande pour vous. Samedi matin, jour de marché à Sarlat. Au milieu des touristes de l'été, quelques bonnes bouilles du cru. Et tiens, on dirait, mais oui, tartarin de Tarascon échappé de sa Provence natale. Ça vous plaît le Périgord? En tout cas, ambiance garantie sous la bénédiction de la Vierge et de quelques gloires locales. Alors Xavier, qu'est-ce que vous pensez de Sarlat? C'est vrai, j'avais une opinion un petit peu réservée parce que Sarlat, c'est l'incontournable. Et ce qui, pour moi, est incontournable est un petit peu suspect, quelque part. Et Sarlat, c'est comme Venise. C'est comme Venise pour moi, c'est-à-dire que on vous dit que c'est bien, on vous dit que c'est formidable, on vous dit que c'est génial, on vous dit que c'est mieux encore que ce qu'on peut penser. Ouais. Et puis bon, allez, on y va. Allez, on y va. Et on découvre. Et là, c'est encore mieux que ce qu'on a dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai que Sarlat, c'est ça. Les restaurations sont faites d'une manière intelligente. Les pavés sont vraiment faits. Même si on a envie d'acheter une crêpe, l'enseigne n'est pas bête. Ici, à Sarlat, on a le droit de payer dans n'importe quelle monnaie européenne. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale.
c'est une ville qui est à la fois une ville d'histoire, mais c'est une ville d'histoire qui est pas emmerdante. Cette lanterne qu'on appelle lanterne des morts ou tour Saint-Bernard, c'est un mystère. On sait qu'au milieu du XIIe siècle, les Sarladais ont érigé pour remercier Saint-Bernard cette tour parce que Saint-Bernard avait guéri la moitié de la population de la peste. Et puis il y a une autre version, c'est que cette tour a servi en fait de baraque de chantier pour bâtir deux bâtiments qui sont la chapelle des Pénitents Bleus, chapelle donc du milieu du XIIe siècle, qui est ici, là où d'ailleurs va commencer le festival de théâtre, puisque nous avons monté des gradins, et puis ce qui était l'église Saint-Michel à côté de cette cathédrale. Alors ça, c'est le château de la Cipierre. C'est un coup de foudre de Marie-Dominique Perrin. Il l'a découvert un peu par hasard. Regardez, le toit est complètement en pierre. 1 tonne au mètre carré. Beau, hein? Très souvent dans le Périgord, on va dans les bons restaurants, les restaurants qu'on connaît, qui sont réputés, etc. Et puis de temps en temps, on découvre un lieu, un endroit. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir quand je suis parti, moi? Quand t'es parti, on a eu très très faim. On s'est dit où est-ce qu'on va dîner. Puis on s'est rappelé d'un nom qui on nous avait chuchoté à l'oreille. Et on est arrivé ici. Et alors là, c'était le bonheur. On est resté, je crois, jusqu'à 1h du matin. Bon, alors aujourd'hui, moi, comme j'y étais pas, je suis revenu. Et j'ai découvert cette famille, j'ai découvert cet endroit. C'est absolument formidable. Alors le chef, c'est lui. Hein, regardez, il réussit même les enfants. Alors n'oubliez pas, l'hôtel des Boris, c'est le restaurant des Boris à Marcaille. C'est vraiment bien, c'est pas cher, c'est vraiment une bonne adresse. On y sera demain encore en Dordogne et dans le Périgord avec Xavier Gélin. Avant 8h30, avant de se séparer, la météo, une petite dernière s'il vous plaît avec Laurent Romeshko. Nous sommes dans le Périgord avec Télématin, avec Marie-Dominique Perrin et Xavier Gélin. Périgord noir, Périgord blanc, Périgord vert, Périgord pourpre, peu importe. Aujourd'hui, le Périgord romantique. Les amoureux aiment bien se balader dans des jardins absolument superbes, les jardins d'Érignac. Voilà donc pour cette opération Papillon qui, j'espère, portera ses fruits. Voilà, Papillon des plages, c'est donc jusqu'à la fin de l'été sur la côte méditerranéenne. Nous sommes dans le Périgord jusqu'à demain, du côté de Sarlat. Nous allons enfin connaître la vérité sur l'origine du foie gras. Mais avec Marie-Dominique Perrin et Xavier Gélin, notre guide cette semaine, d'abord un tour dans un jardin à la française superbe. Rendez-vous matinal à Érignac, dans un jardin encore secret il y a quelques années et désormais ouvert au public, tous les jours sans exception. Et tous les jours, les jardiniers sont au travail dès l'aube. Près de Sarlat, il existe un endroit exceptionnel, extraordinaire, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Ce sont des jardins d'Érignac. Alors les jardins d'Érignac datent du 18e. Oui. Mais ils ont été refaits, bien sûr. Voilà, ils ont été créés à l'origine du 18e par un de mes ancêtres, qui était directeur de la monnaie sous Louis XVI. L'équivalent aujourd'hui, si vous voulez, pratiquement de ministre des Finances. Donc il avait un certain argent à l'époque, ce qui était le seul de mes ancêtres à en avoir. Il a fait ce jardin pour marquer un peu sa patte. Ces jardins ont été transformés au 19e en jardin anglais, puisque au 19e, les jardins à la française n'étaient plus à la mode. Donc ils ont été transformés en jardin anglais. Et ils avaient mis un peu n'importe quoi dans le jardin, des palmiers, ce qui n'a rien à voir avec le Périgord, et bien d'autres choses. Et au début du 20e, mon grand-père, qui était notaire du village, qui avait d'autres soucis et pas du tout les moyens de s'occuper d'un jardin, l'avait plutôt laissé abandonner. Un vrai jardin à la française, ça doit être extrêmement bien entretenu. Nickel, c'est un jardin qui est, on a l'impression qu'il est fait par un architecte, donc on maîtrise totalement la nature. Contrairement, si vous voulez, à un jardin anglais. 3 essences seulement. Buis, if et charme. Alors ces jardins ont été refaits il y a 40 ans, par mon père d'abord, qui les a refaits comme ils auraient dû être à l'origine, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bassins, de sculptures, de
de tracé du jardin ancien. Et moi-même, je l'ai continué depuis 20 ans. Vous savez, un jardin n'est jamais fini. Jamais. Donc, chaque année, je crée quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est très vivant. Tu vois, papa jardinier, je suis venu à Érignac. Je trouve ça vraiment formidable. C'est vrai, c'est aussi beau que Versailles. C'est vraiment un endroit où il faut venir. Vraiment. On quitte un lieu romantique pour un autre, en plein cœur du Périgord vert cette fois. Voilà Brantôme. Brantôme a la forme d'un cœur et c'est vraiment une Venise. C'est vraiment une petite île. Je veux dire, on a vraiment, en forme de cœur, la ville est entourée de cette eau. Ça, c'est mon copain, Régis Bulot. C'est lui aussi un Périgourdin d'adoption. C'est à cause de lui, ou grâce à lui, que je suis venu ici dans le Périgord. Bon, puis à Brantôme aussi, il y a le clocher. Alors oui, c'est le plus vieux clocher de France, qui est du Xe siècle et qui est vraiment assez spectaculaire. Et de partout, effectivement, on vient voir cette pièce unique, comme nous sommes là actuellement sur le dernier pont coudé de France, c'est-à-dire un pont qui a été construit en forme d'étrave de bateau, justement à la réunification des deux bras de la rivière, pour résister à la pression de l'eau. Et crois-moi, ils savaient construire, nos amis moines. Alors il y a des choses formidables à Brantôme. On a un petit guide là, formidable, au chapitre rayonnement culturel, les cours d'amour. Ça fait partie du bien vivre. Ah oui, ça fait partie du bien vivre. Je crois que c'est tout le symbole de Brantôme. Je crois que c'est le village le plus romantique de France. On va parler un tout petit peu de l'homme le plus célèbre de Brantôme, qui est Bourdeille. Oui, Pierre de Bourdeille, abbé de Brantôme, c'est le premier quand même, avec La vie des dames galantes, à avoir écrit le premier livre érotique. C'est vrai. Et ça compte, et il est mondialement connu à cause de ça. Bon, alors Régis, Rabelais affirmait que le foie gras arrivait de Touraine. Oh, les Tourangeaux, oui, les Alsaciens aussi, le Hongrois. Voilà. Et puis alors ça, c'est la preuve que le foie gras vient bien d'ici. Ça a été découvert dans une grotte. Alors à proximité de Brantôme, donc 20 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui prouve que c'est le Périgord et la région de Brantôme, justement. Et ici, l'histoire du foie gras a débuté. Voilà. Alors maintenant, les Tourangeaux, les Alsaciens, à eux de nous apporter la preuve. Voilà, la vérité a éclaté au grand jour. Avant de se séparer, l'actualité et la météo tout de suite avec Laurent Romeshko. Le Magic Circus à Sarlat, la légendaire compagnie du bouillonnant Jérôme Savary, reprend du service. Créée il y a plus de 20 ans, la troupe parcourt les villes de France avec un spectacle intitulé Nina Stromboli. C'est un peu l'histoire autobiographique du directeur du théâtre de Chaillot. Bernard Gély et Marion Campenon ont assisté à la représentation donnée hier soir au cœur du Périgord. Devenir batteur, c'était son rêve d'enfance. Mais le chemin de Jérôme Savary a surtout traversé le monde du théâtre avec le Grand Magic Circus, dont les origines remontent à 1965. Cette compagnie, entrée dans la légende, a dérangé les habitudes d'un art menacé par le conformisme. Car pour Jérôme Savary, à Sarlat comme ailleurs, le théâtre doit être libre comme la vie. Il doit être une fête permanente. Au diable les frontières, musique, danse et paroles se mélangent dans une esthétique influencée par le cirque et le music-hall. Autant qu'il le peut, l'acteur part à la rencontre du spectateur. Ici, la relation s'instaure dès la répétition. Un théâtre à l'ancienne, c'est un théâtre de communication comme on le faisait à l'époque de la Commedia dell'arte. C'est-à-dire qu'on les met en confiance, même en répétition, là ils commençaient à applaudir, etc. On les chauffe avant le spectacle, on joue de la musique pour eux après. Avec tous ces pionniers qui vont vous faire rire et vous faire pleurer ce soir. Nina Stromboli, spectacle joué hier soir à Sarlat, compte les retrouvailles du Grand Magic Circus. Avec humour, Jérôme Savary et des anciens de la troupe jouent leur propre personne. Une nouvelle recrue, la stripteaseuse Nina Stromboli, rendra amoureux ces quinquagénaires qui refusent d'être des has-beens et repartent à la conquête du succès. Une pièce pleine d'imagination et d'éléments autobiographiques. Nous, on ne s'attendait pas sur notre jeunesse, on ironise sur notre jeunesse et on essaye de montrer au contraire qu'on a encore la pêche, on s'amuse encore comme si on était des enfants. Pendant 2 heures, nous suons, nous transpirons, nous chantons des chansons, nous récitons des poèmes. Vous êtes comédien, Laurent, ou quoi? Vous en faites trop. Jérôme Savary! Le public participe, on interprète du jazz dans un esprit bon enfant. Jérôme Savary défend l'esprit de la fête, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Il se produira dans quelques jours à l'Opéra de Tel Aviv. Plus près de nous, le Magic Circus sera au Festival de Ramatuelle de Jean-Claude Brialy samedi prochain.
Dans quelques instants, la météo de Catherine Laborde, juste avant le... Expulsé ce matin les militants de Greenpeace qui avaient manifesté contre les essais nucléaires sur la place Tiananmen. En France, l'organisation écologiste a choisi le Mont Blanc pour déployer ce matin une banderole anti-nucléaire. Le Mont Blanc qui est un site protégé, les militants de Greenpeace ne pourront donc pas y séjourner trop longtemps. Malgré une saison souvent présentée comme mauvaise, la France reste le premier pays touristique au monde. Il faut dire que certaines régions tirent leur épingle du jeu. Exemple Sarlat, capitale du Périgord noir. 1 million de touristes chaque année. Foie gras et sites classés au programme. Lilan Purdom et Alain-Sam Federowski. Coup de projecteur sur Sarlat-la-Belle. En ce mois d'août, c'est la cohue dans les petites rues pavées de la capitale du Périgord noir. Hôtels et restaurants affichent complets. Même situation pour les gîtes ruraux. Chez les commerçants, c'est l'euphorie. Bref, à Sarlat, la crise, on ne connaît pas, n'est-ce pas, monsieur? C'est simple. Vous faites un panoramique avec votre caméra. Vous voyez le monde qu'il y a. Si on ne travaille pas, il faut qu'on soit des imbéciles. Nous avons fait un mois de juin fabuleux. Personnellement, j'ai très bien travaillé. Le mois de juillet avec un temps magnifique. Et le mois d'août s'annonce au mieux. Alors, quel est le secret de Sarlat? Probablement, Sarlat correspond à une nouvelle forme de tourisme, à cette forme de tourisme que l'on recherche aujourd'hui, c'est-à-dire se laisser vivre, le bien vivre, bien manger, voir de belles pierres, pouvoir se promener, avoir des attractions dans la ville, avoir un petit peu d'eau aussi, des cours d'eau, enfin tout un ensemble et surtout une très forte densité de choses à voir. Pour moi, c'est la plus belle des contrées que j'ai vues en France pour le moment. Et, on a fait beaucoup de la France, mais pour moi, c'est le Périgord qui m'émeut le plus. Si la fréquentation reste toujours très bonne, on remarque toutefois, ici comme ailleurs, une nette modification dans le comportement des touristes. Fractionnement des congés et changement de mode de vacances. On ne prend plus que 2 semaines avant qu'on partait 3 semaines. Et puis bon, on fait des séjours comme ça, un peu plus courts. On évite d'aller au restaurant, on se débrouille par nous-mêmes pour la nourriture. On ne raccourcit pas avec la crise. On modifie, hein, on prend le meilleur marché. Un peu d'astuce. Il se vend carrément plus du tout de digestif, l'apéritif modérément le soir, le midi on tourne à l'eau. Le Périgord noir accueille chaque année 1 million de touristes, dont 500 000 étrangers. Un record en France. Sarlat reste un exemple. Du goût débute demain en France. Le but est de découvrir ou de redécouvrir les saveurs et les produits du terroir. Parmi la centaine de hauts lieux classés pour leur gastronomie, le marché de Sarlat dans le Périgord, Laurent Delsol et Alain-Sam Federowski s'y sont rendus. Le goût en France, c'est une tradition. Mais à Sarlat, pour certains, c'est presque une religion. La cuisine, Philippe Melot en a fait sa profession de foi voici 30 ans. Pour lui, le marché de Sarlat, c'est la messe de la gastronomie. Il vient y peaufiner ses recettes avec les paysans de la région. Ou un omelette, ou un sauce calcinée. Moi, je préfère les franquettes de la mort en sauce. Non, mais c'est meilleur en sauce. Je préfère ça que sauce. Autrement, c'est sucré. Le rôle du cuisinier, c'est aussi de les mélanger, ces goûts, de les associer intimement. Alors, je crois qu'il y a le goût primaire, puis après, il y a le professionnel qui travaille et qui essaye, dans la mesure du possible, de créer quelque chose au niveau du goût. Moi, je vais faire un petit lapin de Garenne au pruneau. Oui, mais le naturel, vous allez perdre un peu de saveur. Peut-être le réhydrater irait mieux. Philippe n'hésite pas à demander conseil, car le goût, ça s'apprend. L'un des secrets du marché de Sarlat, c'est cette transmission du